Bien, on va donc reprendre pour cette première journée de ce colloque consacré aux implications philosophiques de l'IA. Donc j'ai le plaisir d'introduire comme premier orateur cet après-midi Philippe Hünemann, qui est directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'histoire de philosophie des sciences et des techniques, et spécialiste de philosophie des sciences et notamment de philosophie de la biologie. Il a récemment publié un ouvrage intitulé « Les sociétés du profilage, évaluer, optimiser, prédire » chez Payot en 2023. Et il a également co-dirigé récemment un numéro spécial de la revue Intellectica sur les philosophies de l'IA. Et le titre de son intervention est « Profiler et générer l'empire des statistiques ». Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis pas complètement à contre-emploi, mais pas loin non plus. C'est pas, enfin, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que vous avez entendu ce matin et que vous entendrez plus tard, et ça vous permettra donc de mesurer à quel point ils sont compétents. C'est question du référentiel, quoi. Donc, je vais parler de... en fait, bon, voilà, il y aura quelques petits clins d'œil humoristiques. Vous savez, quand les philosophes font de l'humour, c'est toujours un peu raté, mais c'est pas grave. Hein. Et il y a quelque chose dans en fait, c'est pas moi forcément qui dis ça. Je suis sûr que je l'ai lu quelque part, sans doute dans GPT, mais il y a quelque chose de assez proche de ce qu'on a beaucoup reproché aux gens d'ici, mais il y a longtemps, hein, c'est-à-dire, par exemple, Jacques Derrida, hein, pour qui, au fond, tout terme, tout mot, tout texte ne renvoyait pas ou ne référait pas à la réalité, mais à un autre texte, et ainsi de suite. Et au fond, on se disait avec d'autres que si Derrida était encore actif et jeune maintenant, il se trouverait très à son aise dans un mode où on a des dispositifs qui nous font sans cesse passer du texte au code, du texte au texte, du texte à l'image, du texte avec des textes qui semblent constituer un milieu duquel on ne sort jamais. Alors voilà, c'était l'introduction. En fait, je vais, dans cet exposé, je vais parler donc d'intelligence artificielle, et en particulier d'intelligence artificielle générative et essentiellement de grands modèles de langage, hein, LLM, donc comme ce matin. Et en connectant les questions qu'il pose à des choses qui m'ont intéressé quand j'ai fait ce livre dont Alexandre parlait sur les sociétés du profilage qui étaient supposées nommer un certain type de socialité et de modalités de gouvernance propres aux sociétés qui font un usage massif de technologies algorithmiques et de recueil de données massives. Alors, dans cet exposé, je vais essayer de tracer des liens entre ce que c'est que générer quand on est une intelligence artificielle et ce que c'est que constituer des profils ou profiler quand on est l'ensemble des dispositifs algorithmiques auxquels nous avons à peu près tous affaire tout le temps, hein, lorsqu'il est question de chercher son chemin quelque part, lire des recommandations sur quel restaurant ou quel hôtel ou quel livre choisir, ou simplement s'enregistrer dans une base de données, etc. Alors, donc mon propos partira de cette affaire de qu'est-ce que c'est que générer, qu'est-ce que c'est que profiler. Ensuite, je parlerai un petit peu du rapport entre profil en ce sens et prédiction, et puis je dirais 2-3 mots sur en fait ce qui m'a motivé dans ce travail-là, à savoir le constat d'un certain glissement épistémologique assez précis dans les deux disciplines qui m'intéressent principalement, à savoir l'écologie et la génétique. Et puis j'en tirerai des conséquences ontologiques nommées par des mots, nommés par des termes dont il me semble qu'on peut faire un usage conceptuel. C'est ce que j'exposerai à la fin. Alors, quand on a effectivement des outils qui, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ce matin, des grands modèles de langage qui génèrent du texte en réponse à ce qu'on appelle des prompts, des outils qui génèrent des images en réponse à ce qu'on appelle des prompts, Midjourney, DALL-E, parmi les plus connus. Il se trouve que, comme on sait, et comme on dit, ça va très vite, et donc les potentialités aujourd'hui même des générateurs de vidéos sont nettement au-dessus de ce qu'ils faisaient il y a 6 mois. Firefly, c'est Adobe, et Sora, c'est OpenAI, par exemple. Il y en a sûrement beaucoup que je ne connais pas. Le terme de profil m'avait retenu parce que c'est un terme qui est
familier à tout le monde, puisque on remplit sans cesse, on renseigne des profils quand on s'inscrit sur n'importe quel site, qu'il existe un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées, par exemple, dans la constitution de ce qu'on appelle des profils clients. Et j'avais essayé de donner, en gros, un sens assez systématique à ce terme, exactement de la même manière dont Foucault avait repris, alors mutatis mutandis évidemment, le terme discipline, et en avait fait donc la discipline qui était une pratique de, on va dire, d'éducation et d'assujettissement et de réforme de soi dans les milieux monastiques, et il en avait fait le vecteur d'un certain type de subjectivisation et de gouvernance, donc d'en surveiller et punir, en montrant que c'était ce qui unifiait un certain nombre d'institutions et de pratiques disparates, les hôpitaux, les casernes, les écoles, etc. Donc voilà, j'essayais de faire de ce terme de profilage un usage un peu systématique et, on va dire, interprétatif, et puis je vous en dirai 2 mots après. Ce que ces 2 opérations ont de commun, c'est qu'elles recueillent, elles utilisent et elles requièrent des grands nombres, des données massives, et elles les traitent au moyen d'algorithmes. Et quand on parle de données massives, on dit non seulement que les données sont massives, vous auriez trouvé, mais aussi qu'elles sont très variées et qu'elles sont produites très rapidement. Et alors les gens qui parlent de ça sont souvent américains, et comme ils sont américains, ils aiment bien les acronymes, et ils parlent des 4 V's. Donc velocity, volume, variation, et le dernier c'est valuable, ça rapporte des sous. Et aussi ces 2 qualités, il y a un double sens, des données de qualité. L'objet commun de ces affaires-là, mais encore une fois, j'ai une vision un peu... mes collègues ce matin vous ont donné une compréhension fine de ce qui se passe et une interprétation encore plus fine de comment expliquer ce qui se passe. Là, on est plutôt dans la vue de loin, à grands traits. Bon, j'ose espérer que c'est pas absolument divagant, et puis si ça l'est, ce sera un moment un peu divertissant dans ce colloque très sérieux. Donc, il me semble que ces opérations, encore une fois, quand je vous dis profilage, quand par exemple la caisse d'assurance maladie établit des profils de ses adhérents, et quand GPT génère une réponse à un prompt, ce qu'il y a derrière, comme on sait, on en a beaucoup parlé, c'est un classement, un ranking, un probabiliste. Bon. Et alors, dans une autre vie, la notion même de classement est quelque chose qui a assez peu intéressé les philosophes. Enfin, moi, en tout cas, ceux que je connais, les gens se sont beaucoup cassé la tête pour savoir ce que c'était qu'une classification, s'il y avait des classes naturelles, des classes artificielles, etc. Et ce qui débouchait immanquablement sur la question, des grandes questions métaphysiques, les universaux. Est-ce que la girafe existe ? Le réalisme, est-ce qu'il n'existe que des individus girafes ou autre chose, etc. Le classement, c'est très intéressant aussi, et on en parle moins. Qu'est-ce qui vous savez, il y a 10 000 façons de construire un classement cette saison des joueurs de tennis. Il se trouve qu'il n'y en a qu'un qui est officiellement adapté, et dans ce classement-là, le numéro 1, c'est Yannick Sinner, mais c'est assez facile de changer les pondérations de ce que rapporte chaque victoire dans chaque tournoi pour avoir un classement dans lequel vous aurez Zverev comme numéro 1. En revanche, et c'est toute la question du classement, c'est très difficile de changer les paramètres du classement des joueurs de tennis pour avoir un classement qui, à la fin, vous donne comme numéro 1 un joueur de tennis français. Ça, par contre, bon. Donc, il y a quand même une sorte de contrainte de la réalité derrière. Alors, encore une fois, des rappels. Quand on dit que les LLM n'ont pas d'accès, ne réfèrent pas à la réalité, n'ont pas d'accès à la réalité, etc., on fait mention de ceci que, du moins dans notre interprétation la plus ordinaire, le mot chien a un lien direct avec un chien. Alors voilà, en plus il est très raté mon chien, mais c'est pas grave. Vous savez, toute ressemblance avec le très fameux diagramme de Saussure sur signifiant et signifié, etc., n'est pas fortuite. Alors que pour ce qui est d'un LLM, le mot chien est dans un espace de mots, et il est assez près de canidés, il est assez près de mammifères,
peut-être plus, il est assez près de Scooby-Doo aussi, et de Rantanplan, de Vie de chien. Il est très près aussi de Basset, Dalmatien, Beagle, etc. Caniche. Bon, il est assez loin de chat, mais quand même plus près de chat que de tracteur, et ainsi de suite. Mais sans doute plus proche de tracteur, parce qu'il y a les animaux de la ferme, etc., que de Ferrari, Testarossa. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'espace, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, effectivement, vu que ça marche comme ça, on n'est plus, et alors Pascal en a parlé de manière très éloquente, hein, dans l'intelligence artificielle ancienne, hein, qui avait, qu'on appelait parfois computationnelle, parfois symbolique, dans laquelle, effectivement, il y avait quelque chose qui représentait le chien, et soit quelque chose représentait le chien, soit, c'est un ensemble vide en bas, mais c'est raté, soit il n'y a pas de chien. Alors que quand vous pensez en termes des nouvelles IA, bah, vous allez avoir un poids, alors pas justement sur les images, mais sur les termes, hein, qui va être une probabilité d'occurrence de ce terme à la suite de tout ce que vous avez déjà, donc du prompt. Donc effectivement, les probabilités d'occurrence, le point c'est que les poids sont les poids sont des nombres et qui sont extrêmement multiples, alors que dans l'IA symbolique, soit vous avez le mot chien, soit vous ne l'avez pas. La chose qui m'a ici, intéressé et retenu, c'est que, alors, on peut parler, quand on parle de comment les LLM réfèrent, on peut parler de référence indirecte au monde, dans la mesure où la manière dont ce qui fait que GPT va vous dire Rantanplan est un chien adorable, mais un peu bête, c'est une médiation extrêmement longue entre votre prompt, mais au fait qui est Rantanplan, et l'ensemble des textes qui parlent de Rantanplan. J'imagine que tout le monde sait qui est Rantanplan, hein, dans Lucky Luke. Et donc, effectivement, c'est très indirect. On peut même tout à fait contester qu'il s'agisse d'une référence, mais ça c'est pas ma question ici. Ce qui m'intéresse, moi, plutôt, c'est que cet objet assez familier qui est l'algorithme de recommandation, hein, qui est ce qu'on trouve dans à peu près toutes les plateformes, non seulement les plateformes, par exemple Amazon ou Netflix, vous commandez des choses, mais aussi alors, c'est un peu plus complexe, mais ça ressemble un peu les plateformes qui génèrent du contenu, hein, de type YouTube ou avec des flux, hein, de type Facebook, Instagram. Enfin, moi, je suis vieux. Enfin, il y en a sûrement des nouvelles, mais voilà. Le principe des algorithmes de recommandation. Ça n'est pas que moi j'aime les films où il y a des gens qui sautent en parachute avec une moto sous les pieds pour tomber sur un avion et ensuite faire sauter un porte-avions et sauver le monde. Hein. Vous avez reconnu un film avec Tom Cruise. Et que donc j'ai aimé Mission Impossible 3 et on va me proposer Mission Impossible 4 parce qu'effectivement ça ressemble, mais simplement que la plupart des gens qui ont vu Mission Impossible 3 ont vu Mission Impossible 4, etc. Et le point ici, alors il y a évidemment une énorme gamme d'algorithmes. Là je vous cite un papier sur un algorithme de recommandation très utilisé qui est le Collaborative Filtering, et donc vous extrapolez des préférences usagers-objets pas encore observées à partir de l'information sur les préférences collectées de l'usager et des préférences de tous les autres usagers. Hein. Et le point essentiel, c'est que le contenu de ce qui est préféré par l'usager focal n'a absolument aucune importance. Hein. Autrement dit, ce qu'on observe dans le cas de la référence indirecte du terme chien ou bien dans le cas de l'algorithme de recommandation, c'est alors ce que Daniel appelait joliment cécité sémantique, hein, à savoir que le contenu en lui-même n'est pas vu. Hein, bon, voilà, donc l'absence de référent ou l'indirectité du référent dans les grands modèles de langage me semble assez parente de l'absence de contenu dans les algorithmes de recommandation. Et j'esquisse un point sur lequel je reviendrai par la suite. Le contenu n'a pas valeur causale, c'est ça le point. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas en fonction du contenu de Titanic que j'aimerais Titanic selon un algorithme de recommandation. Ce n'est pas le contenu de Titanic donc, qui va causer mon appréciation de ce film quand je le verrai, mais c'est
dans la logique du LLM, c'est non pardon de l'algorithme de recommandation, c'est le fait que Titanic a été vu par un grand nombre d'utilisateurs qui ont vu les mêmes choses que ce que j'ai vu. Alors cette notion de ce que je vais aimer, donc de prédiction, m'amène à mon point central, qui est c'est quoi cette affaire de profil et comment ça s'articule avec les prédictions. Si quelque chose n'est pas clair du tout, je pense que je rappelle des choses assez triviales, si quelque chose n'est pas clair du tout, vous êtes autorisé à poser des questions. Enfin, autorisé, je veux dire, sentez-vous libre de... Donc, dans cette affaire-là de société du profilage, où j'ai modestement, mutatisme ou dandissement, essayer de prolonger ce que racontait Foucault sur la discipline, mais aujourd'hui, il me semble qu'effectivement, les innombrables dispositifs qui recueillent des données sur les humains, pas seulement sur les humains d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens, juste comme ça, quelqu'un connaît le GBIF? Le GBIF. Alors le GBIF, c'est une immense base espèce-occurrence. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment un peu les animaux et les plantes prennent des photos et ensuite mettent ça dans le GBIF, General Biodiversity Index, je ne sais plus c'est quoi le F. Et donc vous rentrez là-dedans, vous avez des dizaines de millions d'espèces et vous avez des occurrences avec latitude, longitude, je sais pas, du renard du désert, du fennec, de telle variété de papillons, etc. Donc c'est ça quand je parle de recueil de données. C'est le fait que vous avez une proportion non négligeable aujourd'hui des flamants roses qui sont bagués, donc vous savez très exactement où est-ce qu'ils vont déjeuner, et où est-ce qu'ils vont dormir ce soir, etc. Et effectivement, structurellement, si vous voulez, on produit à partir de là, dans tous ces domaines où des dispositifs recueillent des données, on peut prédire, on peut construire des hyperespaces dans lesquels on place les données. Alors, quand je dis hyperespace, encore une fois, c'est des espaces à un très grand nombre de dimensions. Pour être un tout petit peu concret, quand vous allez sur Internet, vous avez ce que vous connaissez peut-être, quand vous surfez sur Internet, vous avez des data brokers, c'est des courtiers en données, qui récupèrent les données sur vous, c'est-à-dire sur quel site vous allez, et non seulement sur quel site vous allez, mais après quel site, et ainsi de suite. Si vous allez sur un site, quelle page vous regardez, etc. Tout ça, c'est des données sur vous, enfin sur votre adresse IP, qui sont recueillies. Le plus gros courtier en données, c'est lui, là, je ne sais pas si on arrive à lire, il s'appelle Axiom. Il a des données, sur des points de données sur des milliers de paramètres sur des millions d'Américains. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont plutôt tendance à acheter, qu'est-ce qu'ils regardent comme film, à quelle heure ils se réveillent, etc. Vous avez un nombre innombrable de... Alors, désolé pour l'oxymore, un nombre innombrable de dispositifs de collecte de données à toutes les échelles. Par exemple, vous avez des gens ici dans la pièce, j'imagine, qui ont des montres connectées qui récupèrent des données sur leur sommeil, le nombre de calories ingérées, le nombre de pas faits, etc. Donc, rien qu'une montre connectée, vous avez une quinzaine de dimensions. Et donc, qui dit dimension, dit hyperespace. Et le point, évidemment, c'est que, justement, un individu dans un tel hyperespace, c'est un point. Il est défini par ses coordonnées sur n dimensions. Et alors, le simple fait d'être dans un hyperespace de données fait qu'on peut projeter, à partir d'un point dans l'hyperespace de données, on peut projeter des choses sur l'ensemble des points qui sont dans son voisinage. Pour le dire un peu sommairement, bien sûr. Mais à partir de là, dans la mesure où vous avez encore une fois des grands espaces de données, vous avez des performances informationnelles extrêmement fines. Alors je vous donne quelques exemples. Tout le monde a dû voir un article qui s'intitule « Facebook vous connaît mieux que vos meilleurs amis ou que votre partenaire, etc. » Bon, évidemment, c'est pas faux. Simplement en agrégeant l'ensemble des choses que vous avez signifiées à Facebook et en le comparant avec l'ensemble des N millions d'utilisateurs de Facebook. À ça aussi, cette saison, vous avez un prédicteur de résultats au tennis qui est très intéressant, c'est que, il y en a plusieurs, en fait, il prend, évidemment, c'est pas quelque chose de sommaire comme, je regarde les résultats de Nadal les N derniers matchs, mais il arrive à extraire d'un certain nombre de matchs, vous prenez tous les, je sais pas, Nadal,
tous les Nadal Djokovic, et puis vous regardez les points importants. Et alors donc vous extrayez les points importants, vous regardez qui gagne, etc. Et donc et ça pour toutes les paires. Et à chaque paire de joueurs, l'algorithme peut vous dire, en regardant, vous entrez un peu les premiers points, il peut vous dire qui va probablement gagner. Bon, c'est beaucoup plus fin. C'est ça. La chose intéressante, c'est que c'est beaucoup plus fin que les bookmakers qui disent ah bah il n'est pas très en forme Djokovic parce qu'il a perdu les 2 derniers tournois. Et c'est ça qui est essentiel. Vous êtes à un grain qui n'est pas le grain de la perception humaine ordinaire. Hein, c'est-à-dire que l'algorithme sait que dans des matchs qui opposent des joueurs du profil A au profil B, le 3e jeu de la première manche, celui qui le gagne augmente de 0,2% ses chances de gagner le match. Alors que nous, on ne sait pas que ça marche comme ça. Donc, si vous voulez, c'est l'idée que ça dégage, ces dispositifs dégagent des structures fines à partir desquelles, et invisibles aux humains à partir desquelles les prédictions sont faites. Bon, j'avais un joli exemple dans mon livre, alors je le donne parce que voilà, c'est l'herpès de l'huître. Donc, au moins, je pense qu'il y a des gens ici qui savent tout ce que je vais raconter, mais peut-être ils ne savent pas que l'huître souffre de l'herpès parfois. Et en fait, la meilleure manière de prédire où des ostréiculteurs vont être attaqués par l'espèce de l'huître, qui n'a l'air de rien, mais si vous êtes ostréiculteur, c'est une malédiction, c'est de regarder les recherches Google herpès de l'huître, enfin géographiquement, hein. Parce que, bien évidemment, à part si vous êtes ostréiculteur, vous n'avez quand même rien à faire de l'herpès de l'huître, donc vous n'allez pas faire la recherche. Sauf moi, si vous, justement, essayez d'écrire un livre sur la prédiction. Et c'est très intéressant parce que on a essayé de faire la même chose pour la gastro, mais ça ne marche pas. Parce que la gastro, c'est les recherches du genre je vomis, mais comme c'est un symptôme associé à un très très grand nombre de pathologies, en fait, ça ne marche absolument pas. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une question statistique en fait de sensibilité du test derrière. Alors il y a un article qui était assez joli là récemment. Les auteurs produisaient ce concept de Live2Vec construit sur la forme de Word2Vec, hein, bien sûr dans les Natural Language Processing. Donc comment construire des vecteurs à partir de mots. Et donc, avec exactement la même méthode, ils utilisent une base de données sur des Danois, en fait, sur une longue durée, l'ensemble des événements dans la vie des Danois. Et en fait, ils arrivent à prédire avec un taux quand même de réussite assez satisfaisant qui va mourir dans l'année, qui va avoir une maladie grave, qui va avoir des enfants, qui va divorcer, etc. En utilisant effectivement des méthodes de type... traitement de mots dans des espaces de mots. Donc voilà, pour vous faire donner un petit peu le sens de cette homologie que je construis entre généré et profilé. Alors, bien évidemment, quand on fait des prédictions dans des hyperespaces de données, ça n'est que des corrélations. Comme il n'y a pas de dimension causale de tout ce qu'on établit. Alors, effectivement aussi, les calculs statistiques, les statisticiens, dans le temps, ils avaient 3-4 dimensions, hein, je parle le poids, le niveau d'études, le revenu, et puis vous pouviez faire des régressions, vous pouvez faire pas mal de choses, et vous arriviez à faire des prédictions. Mais quand vous êtes dans un espace comme Axiom, là, 3000 dimensions, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous avez des techniques de machine learning, etc. pour faire ça. Vous avez donc une certaine opacité épistémique de ce type de prédiction. Le point qui m'intéresse, moi, c'est que ce qui se passe quand on a beaucoup de dimensions, c'est qu'on réduit un peu le problème majeur de tous ceux qui veulent faire des prédictions à partir de corrélations, qui est le problème des variables confondantes. C'est-à-dire que vous pourriez dire, par exemple, tous les gens qui vivent dans le 92 font de bonnes études. Bon, l'exemple est faux, hein. Et puis alors, vous avez un échantillon comme ça, vous prenez une nouvelle personne du 92 et puis il ne fait pas de bonnes études, et puis en fait, vous avez oublié un indicateur qui était, par exemple, la profession des parents, le niveau d'études, tout ce que vous voulez, hein. Donc, le problème des variables confondantes est d'autant plus dru que vous avez des corrélations entre peu de variables. À supposer que vous ayez un très, très grand nombre de variables, je ne dis pas que le problème disparaît, mais le problème des variables confondantes, en tant qu'il affecte les prédictions, c'est-à-dire qu'on veut prédire X à partir de Y, mais manque de peau, c'était pas Y, c'était pas Y
la chose qui donnait la raison de la prédiction, c'était Z, souvent associé à Y, mais pas toujours. Ce problème, quand vous n'avez pas X et Y, mais X1, X2, etc., jusqu'à X3000 ou X10 000 variables, ce problème, ça me nuise. Alors, ça me fait ramener mon propos à, en fait, ce qui m'a intéressé au départ là-dedans, à savoir que ce glissement vers des espaces, des grands espaces de données et la volonté de prédire dans ces grands espaces de données en se fondant uniquement sur des relations très sophistiquées est un glissement dans les sciences. Alors, les sciences, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ce que je connais, à savoir en écologie et en génétique. Alors, il y a un très beau livre de Sabina Leonelli qui s'appelle Data Centric Biology, a Philosophical Study, qui est un des premiers livres qui a commencé à aborder ça il y a 7 ou 8 ans. Alors, bon, je passe la génomique. Il y avait un papier spectaculaire de Craig Venter, l'un des décodeurs du génome humain, le seul scientifique milliardaire aujourd'hui. Et Craig Venter avait, il a une clinique où vont les gens très riches, et pour 30 000 €, les gens se font absolument tout analyser. Et donc, il a récupéré un stock énorme de génomes et de traits corrélés. Et donc, il pense pouvoir, simplement avec un génome, prédire, c'est ça mon image, les traits du visage de quelqu'un. Bon, c'est extrêmement discuté, le papier, pas vraiment. Mais c'est l'idée. Mais le point étant que vous ne savez absolument pas ce que fait chaque gène individuel. C'est juste que vous avez tellement de corrélations que vous pouvez prédire. Ce qui m'intéresse plus ici, c'est donc en écologie. Alors, les gens qui font de la philosophie de l'écologie sont beaucoup intéressés à ce qu'on a appelé l'écologie prédictive il y a quelques années. D'ailleurs, c'était une des priorités chez nous, de l'INE, l'Institut du CNRS pour l'écologie. C'est même pour ça qu'un certain nombre de philosophes et de biologistes se sont intéressés à l'épistémologie de tout ça. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est très simple. C'est compliqué, un écosystème. Prenez une forêt, prenez même un sol, c'est extrêmement complexe. Vous avez un très grand nombre d'interactions qui induisent des effets émergents, des feedbacks positifs et des feedbacks négatifs, etc. L'idée qu'ont eu certains écologues, c'est que si on veut vraiment prédire, et si on attend pour prédire ce qui va se passer, par exemple, est-ce que tel lac va s'assécher, si on attend de comprendre comment ça marche, c'est-à-dire que si on attend d'avoir un modèle mathématique des processus causaux en jeu, en fait, on sera tous morts d'ici là. Donc, il est plus raisonnable de voir si on n'a pas un moyen sur des très grandes séries de données de, par exemple, détecter des patterns de ce qui se passe quand un lac s'assèche. Techniquement, c'est ce qu'on appelle une transition catastrophique. Et donc, il y a eu toute une littérature, entre autres par Sonia Kefi à Montpellier, mais par pas mal de gens, d'écologues qui ont développé l'idée de Early Warning Signal of Catastrophic Transition. C'est l'idée que dans une série temporelle, en fait, vous avez, dès qu'il y a transition catastrophique, ça veut dire quoi transition catastrophique? Ça veut dire très vite, vous avez le système à deux choix, soit il reste un lac, soit il s'assèche, il reste un lac assez longtemps, puis très vite, il s'assèche. Et si on veut qu'il redevienne un lac, là, par contre, il va falloir des énormes efforts. Le chemin, dans l'autre sens, est beaucoup plus douloureux que le chemin pour s'assécher. Et donc, on pense qu'on peut trouver des indices statistiques de ça dans des très grandes séries temporelles. Alors il y a une grosse discussion, et ça m'a intéressé, je ne vous la fais pas ici, mais les écologues se sont beaucoup discutés là-dessus, non seulement sur les Early Warning Signals, mais sur est-ce que vraiment on peut faire de la prédiction sans théorie des processus causaux. Vous avez deux papiers ici. À droite, celui du bas est écrit d'ailleurs par des grands noms, entre guillemets, de l'écologie des communautés et de l'écologie fonctionnelle, qui disent que on a besoin quand même de théorie, et par théorie, ils entendent théorie mathématique des processus causaux. Alors, l'argument des gens qui pensent qu'on peut se passer de théorie est effectivement ce que je vous disais, qui est que, en fait, bien sûr, les bonnes prédictions, on dit, voilà, on a des corrélations, mais pour pouvoir bien prédire, il faut connaître quelles corrélations recouvrent des relations causales, parce que sinon, encore une fois, problème des variables confondantes. Si on a beaucoup de variables, si on a un très très grand nombre de variables, peut-être qu'on échappe à ce problème et qu'on peut prédire sans avoir aucune idée des relations causales. Voilà. Alors, il me semble que c'est ce qui se passe avec ces histoires de profil, où on prédit ce que vont aimer les gens sans avoir aucune idée de la relation causale entre, par exemple, tel type de film et susciter l'appréciation ou le dégoût de tel type de personne. Alors,
Donc, autrement dit, ce qui se passe, et c'est ça ce que je voulais souligner, c'est qu'il me semble y avoir un lien ici entre cécité sémantique dont j'ai parlé, on n'entre pas dans le contenu, et neutralité causale dont je viens de parler. On fait des prédictions sur la base d'hyperespaces de données saturés de corrélations. Autrement dit, pour mettre tous mes exemples ensemble, à chaque fois, ce n'est pas en vertu de, et c'est le en vertu de le point important, du contenu du film Mission Impossible 4 et de Mission Impossible 5, que moi qui ai vu Mission Impossible 4, je vais voir Mission Impossible 5, quand l'algorithme me propose de regarder Mission Impossible 5, ce n'est pas en vertu de tel processus écologique que le lac Tanganyika va s'assécher, ce n'est pas en vertu de ces résultats potentiels que Alcatraz est le meilleur joueur du monde. Mais ces prédictions sont faites, encore une fois, sur la base de corrélation dans des hyperespaces de données, c'est-à-dire sur la base de ce que j'appelle du profilage. Alors, je vais prendre 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps j'ai. 10 minutes, c'est très bien. Ah bah c'est parfait. Pour donner quelques conséquences, alors là, j'avais cité Michel Foucault, je vais parler de choses qui sont plutôt de l'ordre de... alors je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que si je savais ce que c'est, je dirais que c'est de l'ontologie sociale. J'ai jamais compris ce que c'était en fait, mais c'est pas grave. Les profils sont pas forcément maniables, et il se trouve que dans un ensemble de contextes politiques et institutionnels, on a eu recours à une sorte de précipité des profils, qui est ce qu'on appelle les scores. Les scores, c'est, alors encore une fois, il y en a partout. C'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point il y en a partout. Vous avez des Nutri-Scores sur ce que vous mangez. Quand vous quittez les toilettes d'une autoroute, vous donnez une note pour savoir si les toilettes vous ont plu. Smiley qui sourit, smiley qui sourit pas. Tout le monde note tout le monde. Vous connaissez TripAdvisor, etc. Vous savez aussi que les data brokers, les courtiers en données, produisent, une des grosses choses qu'ils produisent, c'est des éléments pour faire des scores de crédit, c'est-à-dire très simplement une évaluation de votre capacité de rembourser un crédit de N euros pendant M années à P traites, à des traites de P euros. C'est ça un score de crédit. Et effectivement, alors oui, très naïvement, si par exemple j'ai un salaire de 1000 euros et j'ai passé mon mois à acheter des télés à écran plat, mon score de crédit est faible. Bon, après vous allez me dire oui, mais je travaille probablement pour un gang, mais ça c'est autre chose. Donc le score transforme, si vous voulez, ce qui est hyperdimensionnel, donc le profil à n dimensions, en scalaire, et comme vous savez, je ne vais pas en faire beaucoup, vous avez du crédit. Alors le crédit, encore une fois, le score de crédit bancaire, credit score, c'est un peu compliqué, mais on arrive à savoir le sien, on arrive à le retrouver en cherchant bien dans les institutions sur Internet. Mais vous avez, en Chine, vous avez tous entendu parler du crédit social. Si vous n'êtes pas un bon citoyen, vous avez une mauvaise note et vous ne pouvez plus payer avec votre téléphone et vous êtes... vous ne pouvez plus quitter votre ville, en fait, c'est fini. La CAF, chez nous, alors, à l'époque où j'ai fait le livre, on commençait d'en parler, puis j'avais écrit un petit peu, enfin bon, j'avais mentionné ça. Il y a eu quelques enquêtes du Monde depuis. Alors, la CAF a des scores. Vous avez l'allocataire de niveau 4, il est très bien. L'allocataire de niveau 1, ouais, faut l'éviter, quoi. Et alors, effectivement, vous avez eu... Et vous l'avez forcément remarqué, cette généralisation de la circularité entre l'évalueur et l'évalué. Vous prenez un Uber, vous mettez une note à votre Uber, et votre Uber vous met une note. Et vous vous rendez compte d'ailleurs que tous les Uber vous rejettent parce qu'en fait, vous réalisez que vous avez une note de 4,2, et c'est pas terrible, simplement parce que vous avez fait je sais pas quoi. Votre enfant, par exemple, a fait des tâches sur la banquette de... Mais je pense que cette notion de score est intéressante d'abord parce que c'est une sorte d'aplatissement opérationnel du profil. Alors, je ne développe pas, mais l'exemple chinois vous donne tout de suite une idée que ça a à voir socialement avec le temps, avec la manière dont le temps est distribué. Si vous avez plus de crédit, évidemment, le crédit bancaire, ça a à voir avec le temps, si vous n'avez plus de capacité de crédit. Bon, l'image vient de Black Mirror, d'un joli épisode sur, où tout le monde s'évalue tout le temps et se met des notes tout le temps. Il faut toujours un point Black Mirror dans un colloque sur l'intelligence artificielle, je pense. Le second concept qui m'intéressait ici, c'est
Celui de boucle, alors c'est pareil, c'est sûrement des choses que ça traite de choses que vous avez beaucoup entendues, mais voilà, moi j'essaye de le formuler comme ça. En haut, alors j'ai oublié le nom, c'est une application qui vous donne votre état de santé en fonction de votre visage. Donc vous faites un selfie, elle vous dit comment vous allez. L'idée, c'est que les données sont la base de profils, donc de contenus divers, des prédictions. Par exemple, vous avez des prédictions de hotspots de crime. Alors ça c'est comme la prédiction de la circulation de la gastro. Ça n'a pas marché. La gendarmerie a essayé, puis ça n'a pas trop marché. Vous avez dans les contenus, vous avez par exemple une start-up qui propose de reconnaître le terroriste ou le pervers narcissique. Donc vous avez un visage type de pervers narcissique. Vous avez bien évidemment les applications de rencontres qui passent leur temps à faire des profils pour ensuite matcher les profils. Et puis dans l'autre sens, vous avez dans le sens inverse, le contenu arrive dans les données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si je prends par exemple les algorithmes de liberté, ça a été très travaillé, il y a des algorithmes de remise en liberté conditionnelle aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fonction de... L'idée étant, comme toujours, que c'est pas subjectif un algorithme, puisque c'est une machine, ça n'a pas de biais. Donc l'algorithme, c'est pas parce qu'il va voir un noir qu'il va le traiter pas bien, moins bien qu'un blanc, vu qu'il ne voit pas le noir. Manque de peau, l'algorithme, il est nourri avec des statistiques de qu'est-ce qui se passe quand on met les gens en liberté conditionnelle, et ensuite on lui donne des catégories, vous avez noir, blanc, latino, etc. Et à partir de là, il vous dit que la probabilité que le noir remis en liberté, étant supposé tel antécédent, est plus faible que la probabilité pour même antécédent, un blanc, et donc le noir n'est pas remis en liberté. Le noir n'est pas remis en liberté, ce qui fait une donnée de plus sur le différentiel de succès, d'emprisonnement des blancs et des noirs, ce qui est rajouté dans la machine, etc. Vous avez un biais de réenforcement absolument évident. C'est pour ça d'ailleurs que pas mal d'États ont, sinon abandonné ça, en tout cas ont joint à ça évidemment une appréciation ensuite par un juge. On a pas mal parlé ces derniers temps du collapse des grands modèles de langage, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, vous les nourrissez avec des textes, et puis pas mal de ces textes sont finalement écrits par des grands modèles de langage, et apparemment ça ferait nettement baisser la qualité des productions des grands modèles de langage. Ce qui me semble s'inscrire dans un problème très 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 général, qui est un vieux problème de statistiques. Les gens qui font des statistiques vous disent garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si vos données au départ sont pourries, vous risquez pas de faire des bonnes énonciations, des bonnes formulations, des bonnes prédictions. Donc effectivement, il me semble que le collapse rentre un peu dans cette question très très générale de la qualité des données. Bien évidemment, ces boucles, d'une part, induisent d'un biais, alors c'était ce que je vous disais sur les algorithmes de remise en liberté conditionnelle, un biais conservateur ou conservationniste, puisque les décisions basées sur ce genre d'algorithmes reproduisent ce qui a toujours été fait, par définition. Bon, ça a été dit 50 fois. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est l'idée que les profils qui sont, encore une fois, virtuels, je vous ai donné l'exemple du prédicteur des résultats de tennis, parce qu'ils se fondent sur des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas pertinentes pour nous. La longueur du 4e coup du 2e jeu. Bon. Mais ces profils, via tout un tas de processus qui induisent souvent les réseaux sociaux, etc., produisent assez souvent des communautés réelles. C'est-à-dire que vous avez une sorte de boucle là, qui fait que le virtuel peut devenir réel et alimenter le virtuel. L'autre point sur lequel j'insistais, c'était que au fond, les prédictions des systèmes de profilage ne sont jamais vraiment testables, puisqu'elles ont un effet sur qu'elles ont un effet sur les gens. C'est une sorte de version updatée de ce que Hacking appelait les looping kinds. Hacking disait il y a deux genres de genres. Il y a les genres naturels, par exemple les conifères et puis les baobabs. Et c'est vrai que le baobab, ça ne lui fait pas grand-chose d'être qualifié de baobab. Et les looping kinds qu'on applique aux humains. Et c'est vrai que quand vous avez le genre autiste, par exemple, ça va avoir un effet sur les gens. Ils vont se comporter de telle et telle manière, etc. Et il me semble qu'on a quelque chose de semblable à ça ici. C'est-à-dire que, par exemple,
quand vous avez on en a parlé, enfin, des lunettes à reconnaissance d'émotions, hein, vous avez des algorithmes qui appliquent des théories sur les émotions et qui ensuite affichent les gens, hein, c'est pratiqué dans certains entretiens d'embauche aux États-Unis, ça affiche l'émotion des gens. C'est-à-dire que vous regardez quelqu'un, puis et dans votre écran, vous avez le degré de peur, de dégoût, de joie, etc., de la personne en face de vous qui s'affiche. Mais évidemment, il est clair que les théories qui basent ceci sont fausses, mais la chose importante, c'est qu'au bout d'un certain temps d'usage de ces dispositifs, les gens vont s'y habituer, donc vont quand même un peu contrôler leurs expressions d'une manière telle qu'il va finir par valider ce qui se passe avec ce que l'espèce de théorie qui était à la base du dispositif. Voilà, alors j'avais un peu, il me semble que la notion de profilage, elle a ceci d'intéressant que profiler, c'est aussi, comme en aéronautique, infléchir la forme des choses et des gens, et c'est aussi ça qui se passe. Alors ma dernière notion, c'est la miscibilité. Hein, c'est l'idée, alors c'est peut-être un peu trivial, mais je vais quand même vous terminer en vous donnant 2-3 éléments là-dessus. C'est l'idée que le virtuel et le réel, via cette notion de profil, ont tendance à se confondre. Alors, c'est pas un exposé, je ne veux pas faire un exposé catastrophiste, conservateur, etc. C'est vraiment pas le point. Hein. Il s'agit de comprendre par exemple que ça c'est une base de données de Getty Images. Il y a eu toute une polémique il n'y a pas longtemps parce que la revue L'Histoire avait mis en couverture un dessin comme une fausse photo, mais évidemment c'est pas une photo, puis c'était des Vikings avec leur casque à cornes. Et là les historiens ont dit mais les Vikings n'avaient pas de casque à cornes. Et alors les gens du journal ont dit ouais mais on a appris une image de Viking dans Getty Images et donc Getty a dit ah oui mais ça c'est une image faite par intelligence artificielle et donc en fait alors je ne sais pas où ça en est maintenant mais leurs catégories sont mélangées, hein, des images, des dessins dont on dit que c'est des dessins, des photos dont on dit que c'est des photos et des images générées par IA, hein. Donc c'est ça la miscibilité. Alors juste anecdotiquement, mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est drôle, enfin c'était drôle avant GPT mais tout le monde peut faire ça chez soi, c'est This Person Doesn't Exist, hein. Donc vous avez un site qui génère des photos de gens là, comme ce jeune garçon, qui génère des photos d'endroits et là vous avez This X Doesn't Exist où vous recensez tous les sites de choses qui n'existent pas, comme par exemple ce joli appart en Airbnb qui n'existe pas à Madrid. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça c'est des images de coffee shop sur Instagram. En fait, et c'est assez simple à comprendre, la réalité, vous avez dû remarquer que tous les coffee shops du monde, hein, que ce soit à Kuala Lumpur, à Florence ou à Périgueux, se ressemblent, hein, avec les fausses briques, les gens qui font des espèces de jolis dessins de lait sur leur café, et puis un certain type de police de lettres affichées au mur. C'est partout les mêmes. Ils ressemblent tous aux images que vous avez sur Instagram. Et donc vous avez un effet, si vous voulez, de le réel devient indistinguable de certaines images qui sont sur Instagram. Et le point ici, c'est que dans ces images qui sont sur Instagram, une bonne partie sont générées artificiellement, comme cet intérieur madrilène. Et donc vous avez un renforcement en fait du réel par le virtuel et réciproquement. Et ce qui était notable ici, c'était le fait que attendez, je vais terminer avec ça. C'était deux choses. La première, alors j'ai pas pu résister à ne pas vous montrer cette photo. En fait, j'avais demandé à OpenAI de faire une photo d'un film Mission Impossible dont le héros serait Pierre Richard. Et il m'a dit je peux pas parce que Pierre Richard, droit à l'image, machin. Je peux faire un personnage qui ressemble et je vais faire. Bon, visiblement c'est raté. Hein. Donc il n'a pas trop compris qui était Pierre Richard. Mais bon, à côté, évidemment, c'est la première image qui sort quand je dis « Dessine-moi un historien qui travaille sur la Renaissance », bien évidemment. Je l'ai dit en anglais. Hein. Bien évidemment, c'est un homme. Il est barbu, puisque l'historien, c'est assez barbu. Bon, il est quand même relativement jeune. Il est en costume, parce qu'un historien, c'est pas en t-shirt. Il a des grimoires, parce que les historiens, c'est des avatars d'Harry Potter. Et alors, par contre, il hésite. Vous voyez, il écrit sur un ordinateur, mais quand même, il a un stylo. Et c'est pas vraiment un stylo. Enfin, là, vous sentez qu'il y a un petit flou. Le GPT, il savait pas trop, quoi. Il était un peu... bon. Parce que les historiens, ça a encore des stylos. Donc, vous voyez la somme de clichés, bien évidemment, là-dedans, encore une fois, ça, c'est assez connu. Ce que je voulais dire, moi, c'est que alors, les gens qui travaillent sur l'Internet, à une époque, parlaient de l'inversion. Hein, il disait l'inversion, c'est le moment où, quand dans l'Internet, en gros, la plupart des gens, et la plupart seront
n'existeront pas, les comptes WhatsApp, Instagram, tout ça, et la plupart des contenus seront générés par pas des gens. Bon. Et visiblement, on est largement au-delà de ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après cette inversion, ce non-humain a quand même un effet énorme dans le réel. C'est pour ça que je parle de miscibilité. C'est-à-dire que ce qui est humain, ce qui est produit ainsi et pris pour du réel passe pour du réel. Les photos dont je vous ai donné un exemplaire, « This person doesn't exist », elles sont par millions dans l'Internet, parce que si aujourd'hui vous ouvrez, vous faites un site Internet de votre entreprise, ou même d'ailleurs si vous demandez à GPT de faire des sites internet d'entreprise, et bien évidemment c'est ces photos-là qu'il va utiliser. Voilà, donc c'est de ça dont je voulais parler quand je parlais de miscibilité. Et le dernier point à partir de là, c'est simplement le fait que une des conséquences, c'est que l'image, et l'image photographique ou filmée, devient autre chose que ce qu'elle était. C'est amusant de penser que depuis 2 siècles, on vit sur un régime où l'image est une preuve de réalité pour une raison très simple, qui est que la photographie est causée par la réalité via la lumière. Et donc, à partir du moment où c'est photographié, évidemment, ça peut être truqué, mais par défaut, la photographie enregistre la réalité. Personne, par exemple, pourrait dire « Regardez, j'ai vu le monstre du Loch Ness, c'est là », et montrer un dessin. Ah bah oui, mais vous ne le croiriez pas. Alors que si il vous montre une photo, bon, vous savez que le monstre du Loch Ness n'existe pas, mais vous voyez l'idée. S'il vous montre une photo, c'est crédible. Ce régime-là, d'attestation de la réalité par l'image photographique ou filmique, semble se terminer, c'est un premier point. Et le second point, avec cette histoire de miscibilité, c'est l'idée que, alors on a beaucoup parlé des deepfakes, etc. Il y a une chose intéressante dans les deepfakes, c'est que il y a le sujet est, alors généralement, chacun est pris en photo, on a tous des images de nous-mêmes qui circulent, on a quand même une petite prise dessus. Voilà, dans cette boucle entre les images prises de nous et ce que nous, on peut dire de ces images. Et il me semble que cette boucle s'allonge ou s'efface avec les images de type deepfake, etc. Bon, ce serait un autre sujet, mais je termine. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit parcours qui allait de l'épistémologie à l'ontologie, et j'ai voulu donc dire un certain nombre de choses sur quels étaient les objets dont il s'agit dans la génération et le profilage sur la base d'algorithmes de données massives, et à quel sujet tout ceci pouvait bien s'adresser. Bien évidemment, je suis resté assez incoatif. Merci de votre attention. C'était pas trop long.